cette matinée, nous reprenons notre tour d'horizon des diverses stratégies de réappropriation de l'espace public en discutant des questions d'identité et de pratique au sein de cet espace. Quand on parle d'espace public, on entend généralement un espace qui est par définition ouvert et accessible à tous. On associe souvent à la ville un imaginaire de lieu d'émancipation, de réappropriation, d'anonymat aux libertés. On a en tête par exemple l'histoire des mouvements sociaux de la décennie 1960-1970 et particulièrement les manifestations de mai 68. Cet imaginaire est vrai et il est réel, mais il ne prend pas en compte d'autres formes de contrôle et de domination symbolique qui ont également lieu dans cet espace et qui peuvent être discriminants, notamment sur des questions de genre, d'appartenance à une certaine classe sociale ou encore de production sociale de la race. Nous allons nous concentrer ici sur les rapports de pouvoir concernant le genre et les rapports de classe, car nous ne sommes pas l'objet de discrimination raciale et il nous semble important de ne pas parler à la place des personnes racisées concernées par ces problématiques, au risque de reproduire un rapport de pouvoir en personne blanche. Dans domination symbolique, on peut entendre plusieurs choses. Par exemple, certaines femmes qui se déplacent la nuit dans la rue ne se sentent pas en sécurité. Implicitement, elles ont intériorisé que ce n'était pas au plus leur place, passé une certaine heure, et que c'était de fait dangereux d'être une femme dans l'espace public en pleine nuit, en plus si elle est habillée en jupe et qu'elle porte des talons. C'est un constat qui brasse un certain nombre de stéréotypes, mais qui est pourtant réel. Et des enquêtes universitaires ont montré que les femmes mettaient en place des stratégies d'évitement de certains lieux, et empruntaient des chemins familiers où elles se sentaient davantage en sécurité, rallongeant parfois leur parcours. De la même façon, les corps des femmes et des hommes ne sont pas pareillement perçus ni évalués dans l'espace public. Par exemple, un homme torse nu et une femme topless en ville ne susciteront pas le même genre de commentaires ni de réactions. Donc, d'autre part, au-delà de ces questions d'égalité homme-femme, il s'avère qu'au sein de l'espace public, certains quartiers de ville ou en agglomération sont mieux desservis aussi par les transports en commun. Donc, ce qui est excentre du coup d'autres quartiers. Donc, c'est surtout des quartiers populaires qui vont être excentrés et donc implicitement les personnes qui y habitent. Ce qui crée aussi un déséquilibre d'accès divers. Donc là encore, des études ont mis en lumière l'existence de frontières symboliques qui séparent les quartiers riches des quartiers pauvres, qualifiant de fait les uns et disqualifiant du coup les autres. Donc ce constat rapide reprend des observations sociologiques pour planter un peu le décor des enjeux que nous allons aborder. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, ce sont justement les pratiques citoyennes de renversement, de dépassement ou simplement de mise en lumière de ces frontières et de ces rapports de pouvoir symboliques, qui limitent le caractère émancipateur de la ville. Donc pour discuter de ces questions, nous sommes en compagnie de Chloé Le Gouez. Et donc Chloé, vous êtes entre autres militante au sein de divers collectifs féministes, mais je vous laisse la parole pour vous présenter. Je remercie les étudiantes du Master Industrie culturelle, pratique et société et à la de Pierre de m'avoir proposé d'intervenir, également je les remercie parce que, comme je sais en plus que c'est dans le cadre de vos études que j'ai été vraiment bien encadrée, donc merci beaucoup. Et je vais faire un préambule avant de commencer plus à entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai appartenu à plusieurs collectifs et j'appartiens encore à certains collectifs. Aujourd'hui, j'ai parlé plus de mon expérience au sein du collectif La Barbe à Paris, parce que je vis à Paris. Et ce collectif La Barbe, c'est aussi celui, je pense, qui m'a le plus structuré, formé et qui m'a ensuite permis d'aller vers d'autres collectifs. D'ailleurs, qu'on a monté avec des anciennes de La Barbe. Donc aujourd'hui, j'en suis un peu plus détachée, donc je vais parler plus en mon nom qu'en tant qu'au groupe, qu'au nom du groupe, c'est-à-dire que la vision que je vais exposer n'est pas celle partagée probablement par d'autres militantes. Donc La Barbe, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est un collectif qui s'est constitué en 2008. Suite à un ras-le-bol, en fait, un trop-plein, c'était
venaient de se passer les élections présidentielles, notamment la primaire au sein du Parti socialiste, c'est que Dolène Royal était une candidate à ces primaires et le traitement médiatique de sa candidature était très empreinte de remarques sexistes. On peut se souvenir sur le plateau du Grand Journal, je crois que c'était Laurent Fabius qui disait mais qui va garder les enfants. En tout cas, voilà, ces remarques ont précipité, ont donné l'envie à certaines de se lancer en collectif avec un répertoire d'actions assez singulier qui se fonde sur l'action non violente, directe et protestataire pour dénoncer donc, la domination masculine, un de ses fondements, le patriarcat, et les privilèges qui sont associés, et dénoncer donc, aussi des conséquences sur l'ordre social, et notamment sur l'ordre social dominé, enfin qui n'est pas en soi neutre, mais dominé par les hommes, et aussi par des hommes blancs, et des hommes blancs hétérosexuels. Donc en fait, on intervient plus dans les sphères dites de pouvoir, c'est-à-dire les conseils d'administration de grands groupes tels que Carrefour, EADS. On intervient sur tous les champs, c'est-à-dire le sport. On a eu des actions au sein, enfin, on est allé perturber le Comité national olympique des sports français plusieurs fois. On fait des actions dans les colloques, de journalistes, dans les think tanks, Terra Nova, enfin, tout y passe. Aussi la culture, une action à l'Opéra Bastille, au Théâtre de l'Odéon. Et l'action se passe de cette manière, c'est-à-dire qu'on est assis dans le public, au sein du public où vous êtes, et généralement, enfin, on choisit des tribunes où il n'y a que des hommes, ou des hommes et une femme, la femme à Libye généralement. Et le colloque, les interventions commencent, et puis à un moment, on se lève, généralement on est une dizaine, il nous est arrivé une fois d'être à 30, et notre répertoire d'action évolue aussi selon le nombre d'activistes présents. Et comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on se lève, on a toujours une barbe dans notre poche, notre sac, et on se lève, on la met, hop, et on descend par la tribune. Les hommes sont là, et puis on se met derrière, eux. Donc généralement une activiste derrière chaque homme, et les autres ont une banderole avec la barbe écrite en bas. Et on se tient droite, silencieuse, pendant des dizaines de minutes, et ça nous est arrivé de rester pendant des heures, le temps de se faire déloger. Si on ne se faisait pas déloger, et des fois on se fait déloger avant même d'arriver sur scène. Je vous raconterai plus tard les réceptions de cette action. Donc, je vais l'enlever parce que là ça chauffe, puis c'est pas pratique. Et donc il y a eu ce choix d'un médium, enfin, d'un attribut masculin qui expliquerait aussi ce choix. Mais pour vous donner un peu, enfin, baigner dans les positionnements de la barre, je veux dire le manifeste qui a été fait juste avant l'action inaugurale. L'action inaugurale a eu lieu le 8 mars 2008 et a consisté à, en fait, ce qu'on dit, barber les statues de la place de la République. Parce que si dans les sphères de pouvoir existe ce plafond de verre pour les femmes ou plus difficilement accessible par les femmes, les symboles de cette République sont souvent des allégories féminines. Donc l'action inaugurale a été d'aller barber ces statues pour notre effet miroir et renvoyer à l'absurdité aussi de la chose. Et le manifeste dit: pour toutes les femmes effarées par la montée du sexisme dans les médias, pour les femmes excédées par la domination masculine dans la société française, pour celles qui s'effraient de voir augmenter encore les inégalités entre hommes et femmes dans tous les secteurs d'activité, nous disons la barbe. Il est temps de remettre le féminisme en selle et de partir à la conquête des territoires du pouvoir sous toutes ses formes. Pour exprimer le ras-le-bol haut et fort, les femmes ont décidé d'investir, barbus, tous les hémicycles, toutes les antichambres, tous les lieux du pouvoir des hommes, comme ces lieux sont partout, il faut qu'elles soient nombreuses et qu'une épidémie de barbe se propage, que la barbe des femmes soit le signe de leur volonté de résister à l'hégémonie masculine
et de rendre visibles et ridicules toutes les situations d'inégalité entre hommes et femmes, que les barbes surgissent partout où les femmes se sentiront écrasées par la domination, par l'exploitation, par le sexisme des hommes, que partout où les hommes se croient en terrain conquis, les barbes disent que les femmes aussi veulent en être, quitte à jouer le jeu de la masculinité, le fait de choisir la barbe, et quitte à arborer les attributs du pouvoir. Quand les femmes auront du pouvoir, on verra bien ce qu'elles en feront en attendant qu'elles le prennent, la barbe. Donc, le choix en fait d'être sur un terrain plutôt d'activisme. Alors nous, on ne parlait pas à ce moment-là d'acting urbain ou même de hacking, mais en tout cas, on parlait de répertoire d'action dit de désobéissance civile, d'action non violente et protestataire. Et il y a eu toute une réflexion qui ne sort pas, ce choix ne sort pas par hasard, c'est-à-dire qu'il a été construit aussi par des revendications du collectif à des affiliations, à des héritages. Les plus gros, ce sont les héritages du MLF et des mouvements féministes dits radicaux des années 70, mais également de la théorie queer, des mouvements queer. On était assez influencés par des mouvements américains et aussi par ACT UP, parce qu'à l'origine du collectif, de nombreuses militantes avaient milité encore à ce moment-là à ACT UP, d'où la technique du ZAP. Et le choix en fait d'arborer cette barbe, d'aller aussi perturber, choisir le ZAP, c'est-à-dire une action coup de poing, une action qui reste non violente et qui cherche en fait à créer une forme de controverse, de scandale aussi, susciter une prise de conscience, en tout cas d'amener en fait la cible choisie sur ses marges à être tendue. Ça a été un choix issu du fait que nombreuses étaient issues de l'acteur qui avaient participé aux actes, et le choix de choisir un répertoire d'action fondé sur de l'ironie, c'est-à-dire apporter la barbe. On sait bien que certes on passe pour des femmes barbues d'un genre un peu bizarre, mais c'est pour créer un effet de miroir et renvoyer au grotesque, à l'absurde de cette domination masculine. Et chaque action, en fait, un tract est rédigé, où l'idée, en fait, c'est on incarne en fait des hommes barbus un peu du 19e siècle et toute une imagerie faite à partir du cinéma muet et de l'imagerie politique Troisième République. Et en fait, on arrive et on va féliciter l'Assemblée des hommes pour la reproduction de cette domination masculine, et on les met en garde quand il y a une femme, voire deux, attention, ils se laissent dépasser. Et je vais vous lire quelques bouts d'un tract. Là, en l'occurrence, c'était une action au théâtre de l'Odéon. C'était, je crois, dans mes souvenirs, pour l'intronisation de Luc Bondy. Il n'y avait que des hommes sur scène, et puis on avait étudié la programmation théâtrale, et c'était, je crois qu'il n'y avait qu'une femme metteur en scène. On commence, on dit, on arrive, on tout derrière avec nos barbes, une lit le tract si elle le peut, parce que des fois on n'arrive pas à les lire, mais néanmoins on les distribue dans la salle. Un tract, c'est un recto verso, le texte qu'on lit, et puis derrière, toutes des chiffres. L'idée aussi est d'être pédagogique par des chiffres. Donc là, par exemple, on disait 84% des théâtres sont cofinancés par l'État, sont dirigés par des hommes, 89% des institutions musicales sont dirigées par des hommes, 97% des musiques que nous entendons dans nos institutions sont composées par des hommes, etc. On égrène des chiffres. Et donc le tract est fait de telle sorte qu'on va les féliciter, mais avec une ironie qui est assez violente symboliquement et qui est très claire sur le fait qu'on dénonce cette situation. Donc on dit, monsieur le directeur, cher Luc, c'est avec une émotion certaine que la barbe a pris connaissance de votre première programmation à la tête de cet illustre théâtre. 14 spectacles à l'affiche, 14 auteurs hommes et 14 metteurs en scène hommes. Et c'est tout naturellement un homme qui assurera la direction musicale de nos mains de fer, des hommes et encore des hommes. Monsieur le directeur, cher Luc, nous n'aurons qu'un mot, ou plutôt deux, bravo et merci. Et ensuite, il y a toujours un passage
un peu obligé, en tout cas, c'est Où en est Graine, en fait, le nom de tous les hommes présents sur scène. Donc là, c'était ce soir, la barbe est rassurée et ravie, vous-même, Luc, avec Christophe, Claude, Grégor, Alain, Martin, Robert, Peter, Lars, Jean-François et Joël. Ferez vivre pour nous les mots de Peter, Audon, Montargé, Harold, Bram, Samuel, Joël, Karl, Robert, Eugène, Lars, Jean-Baptiste et Joël. Merci encore de montrer le chemin de la résistance à certains collègues égarés qui ont cédé à la tentation d'une saison égalité. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait le collectif HF qui menait tout un travail pour effectivement que les autrices, que ce soit au théâtre, musique, soient beaucoup plus représentées, certains théâtres. Je me souviens vraiment de la cité, le théâtre de la cité internationale dans le 14e arrondissement qui faisait partie de cette programmation égalité et avait veillé à ce qu'il y ait une forme de parité, en tout cas dans la représentation. Donc voilà un peu pour vous brosser notre répertoire d'action, donc issu, comme je disais, d'un héritage qu'on veut. C'est-à-dire que quand on rentre dans la barbe, on nous explique aussi tout cet héritage. C'est pas un répertoire d'action, on ne fait pas finalement de l'acting urbain, ce n'est pas quelque chose de choisi au hasard. C'est une revendication de se positionner dans un féminisme dit matérialiste et non essentialiste, de mettre en avant une parole collective des femmes dans les cadres institutionnels et hors de ces cadres, en référence finalement à Monique Wittig, à Christine Delphi. Une forte influence, comme vous disiez, des mouvements queer, c'est-à-dire qu'on va brouiller les genres sur ce trouble dans le genre, comme dit Judith Butler, un livre qui était assez important pour les militantes au sein de la barbe, c'est-à-dire qu'on se le passait, quand on ne connaissait pas. Il y a tout aussi un apprentissage des positions du groupe, de la posture aussi corporelle. Était aussi très influencée par des mouvements de désobéissance civile aux États-Unis dans les années 70, et notamment des groupes féministes et lesbiennes, comme les Lesbiennes Avengers, qui avaient des actions très spectaculaires. C'est l'une de leurs actions inaugurales, et pour vous dire, c'est une maison d'un couple de femmes avait été brûlée. Elles sont revenues sur le lieu en crachant du feu, en se réappropriant ce lieu, en réappropriant aussi, les flammes, en disant vos flammes vont nourrir en fait notre action. C'était des femmes qui aussi faisaient des actions d'happening et d'agit-prop devant les écoles. Elles pouvaient porter des t-shirts « Ma maman est lesbienne, tu as de la chance ». Porter des t-shirts avec Lesbiennes Avengers en recrue, donc c'était vraiment pour le coup une affirmation au sein de l'espace public. On était très influencés par ce groupe-là parce que au sein une des cofondatrices en avait fait partie, donc ça nourrissait aussi quand on a pensé en fait le répertoire d'action cette définition. À ce moment-là, aux États-Unis, commençaient aussi à apparaître les fameuses manifestations de droite, les Billionaires for Bush. Et on trouvait aussi ça très intéressant, tout le fait de travailler sur de l'ironie, de saluer ces hommes. Et voilà, la très grande influence aussi d'Act Up, donc ce mouvement qui remettait qui rendait visibles les invisibles, les subalternes, avec cette action aussi très phare et qui nous avait marqué du 1er décembre 1993 avec cet obélisque recouvert d'un préservatif et place de la Concorde renommée, place en la mémoire des morts du sida. Et là, je pense que comme on est sur le terrain de l'espace public, c'est aussi comment on le détourne, comment on retourne le stigmate, et on était très, très imprégnés de ça. D'où le fait que l'action inaugurale, je peux vous montrer quelques photos, voilà. Donc ça, c'était pas l'action inaugurale, l'action inaugurale, c'était le 8 mars 2008, où les statues de la place de la République avaient été barbées de la même manière, c'est-à-dire une grosse barbe, généralement on faisait bleu, blanc, rouge aussi pour détourner les symboles assez patriotiques. Donc là, la première photo, on voit vous montez sur cette énorme statue. Généralement, les policiers arrivent très rapidement, mais comme vous êtes haut, ils ne montent pas.
Et on a le temps de l'installer, de faire la fameuse photo. Avec ce panneau, on dit la barbe, avec le jeu aussi ironique de la barbe, c'est-à-dire on en a marre, assez. S'il faut porter une moustache ou une barbe pour avoir le même salaire ou pour briser le plafond de verre, allons-y, on la porte. Et voilà, donc il y a toujours ces photos. Après chaque action aussi, vous voyez, on a une immense banderole comme ça, qui rend visible, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à rentrer dans le lieu, on la sort devant. En tout cas, on essaye d'interpeller aussi les gens par la distribution de tracts. Ben voilà, en gros, quelques éléments, j'espère en tout cas explicatifs pour nous positionner sur le fait qu'on avait choisi une forme non traditionnelle finalement de militantisme, mais qui était absolument revendiquée. D'ailleurs, on revendiquait le fait qu'on ne revendique rien à part le fait de jeter le trouble, de semer le désordre, d'être en fait les personnes qui viennent renverser la table, casser tout. Et puis on disait, il y a d'autres groupes féministes. À ce moment-là, Oser Féminisme était créé, puis il était assez médiatisé. Donc quand les assemblées nous disaient, mais vous voulez quoi? On dit, on veut le pouvoir, après on fera ce qu'on en veut, on verra ce qu'on en fait. Mais en tout cas, notre revendication, c'est juste qu'on n'accepte pas cette situation de fait, de domination masculine. Et si vous voulez des gens, des collectifs qui vous apportent des solutions, qui en proposent, on dit, allez les voir. Ceci dit, après, au sein du collectif, on était très heureuse de cette position-là, et il ne nous empêchait pas de militer dans des groupes beaucoup plus, on va dire, mainstream ou institutionnels. Par exemple, pour ma part, j'étais dans un parti politique aussi à ce moment-là. Voilà. Donc, ce que je trouvais intéressant dans un premier temps, c'était de vous montrer qu'un choix d'activisme ou de hacking, en tout cas d'un répertoire d'actions protestataires non violentes, ne débarquait pas de nulle part. Et j'avais aussi envie de vous dire, d'essayer de voir ce que fait finalement ce choix de mode d'action si on reprend l'idée du corps, sur le groupe, le corps collectif, un corps de ces militants qui ont en action, notre propre corps, et puis le corps social, parce que derrière, on a toute une imagerie, comme je vous disais, parce que derrière, on a aussi cette idée de médiatiser, on a tout un fichier presse, à chaque fois qu'on faisait une action, on arrosait tous les journalistes, certains venaient, et d'où le fait qu'il y ait ces photos avec les banderoles, qu'il y ait, comme je le disais, on s'est appuyé sur un peu le cinéma muet, donc en fait là, le panneau reprenait un peu, si vous regardez des films muets, les moments décrits, c'était sur ce type de panneau. Et par exemple, là, pour dire l'imagerie qu'on fait, j'essaie de vous montrer, ça c'est une action pour le coup c'est vrai qu'on était plus dans les sphères de pouvoir, mais moins dans l'espace public. Mais là, en l'occurrence, on s'était dit, c'était en 2012, au moment des élections législatives. Et à chaque fois, lors de ces élections, apparaissent toujours des articles sur qui respectent la loi sur la parité, qui ne la respectent pas, et quel parti politique paie les amendes. Et par exemple, en 2014, l'UMP a payé 3,5 millions d'euros pour ne pas avoir respecté la loi de la parité, le PS 1,5, je crois, millions. Et après, c'était 100 000 euros pour le FN, les partis radicaux-gauche. Il y avait deux partis qui ne payaient pas ces amendes, c'était Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Et je trouve que cette affiche est assez représentative de l'imagerie choisie par le collectif, une imagerie donc, très 19e siècle. En l'occurrence, on avait détourné une affiche pour les souscriptions nationales. Et donc là, pour les élections législatives de 2012, on s'est dit on va aider les partis politiques qui ne respectent pas cette loi de la parité de payer leurs amendes. Donc on avait lancé une campagne de souscription avec une monnaie qu'on avait appelée l'érectile, donc je fais de 11 souscriptions, voilà. Et on avait fait tout un affichage dans les rues de Paris, on s'était amusé. Oui, c'est vrai qu'on s'amuse. On avait choisi le 19e arrondissement, le 20e arrondissement et le 16e arrondissement. On s'est dit, on va aller là où il y a de l'érectile, quoi. Et voilà, tout un affichage. Donc, à un moment, c'est vrai que la réflexion d'aller vers l'espace public nous avait travaillé. Voilà, donc
c'est vrai que c'est un corps qui est travaillé, autant le corps social que notre propre corps, qui est issu d'une socialisation genrée. C'est-à-dire que quand on fait ces actions, on la ressent la peur, on ressent qu'on combat en fait un corps qui a été discipliné par non, tu n'iras pas troubler. En plus, quand si une fille est un peu turbulente, on va lui dire ah non, tu es indiscipliné, un garçon, on dira plus c'est quelqu'un qui est vif. On retombe vite dans les stéréotypes. Donc, faire ce type d'action, c'est aussi renverser en fait toute cette socialisation genrée. Donc, d'accord. Voilà. Donc derrière, il y a tout un discours d'empowerment, c'est-à-dire qu'après, chacune pouvait faire en fait des actions dans son corps. Il y a vraiment l'idée d'un do it yourself, comme disait je ne sais plus quel intervenant tout à l'heure, c'est-à-dire sur le site, on a tout un kit de la militante de la barbe, où on explique comment faire sa barbe, c'est très simple, on fait un triangle, un trou. Le manifeste est disponible et c'est qu'une épidémie de barbe se propage et donc ça nous arrivait de faire des actions dans notre propre milieu professionnel ou de ne pas faire des actions au titre de la barbe, mais dans le métro, on allait avec des copines et puis on se disait, on va, au moment le soir où il y a quasiment que des hommes, il y a des études qui montrent qu'il y a 2 femmes pour 8 hommes dans les rangs de métro, donc on arrivait, puis on s'installait comme eux, on va prendre la place, voilà, pour dire qu'il y avait vraiment aussi toute cette idée d'empowerment, mais qu'il y a aussi, et je pense que juste avant de terminer, je suis désolée, mais d'être aussi un peu, avoir une position un peu réflexive. C'est-à-dire que quand on choisit le hiking urbain, finalement, ce n'est pas non plus accessible à tous. Une des réflexions qui traversait le collectif, c'était qu'on n'était que des femmes blanches de 20 à 50 ans. Donc, je veux dire, effectivement, au niveau de l'âge, on pouvait arriver en tout cas à recruter, mais qu'on avait toutes des capitaux culturels et scolaires assez élevés. C'est-à-dire au moins un débat plus 5, beaucoup étaient des arts, des journalistes, des profs. Voilà, ça interpellait, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'une personne en fait non blanche. Et la question en fait de créer des alliances, s'était posée et on voyait qu'on avait quand même des difficultés à faire venir des gens, simplement des femmes de classe plus populaire, avec des capitaux culturels un peu moins. Et d'aller aussi vers des personnes d'origine, comme on dit, les personnes racisées, issues des minorités. Donc voilà, c'est aussi ce répertoire à des biais, en tout cas à des exigences qui font qu'on veut prôner une forme d'espace public très queer, où tout le monde puisse exister, affirmer son identité, comme dirait Béatrice Preciado, une sorte de politique des anormaux. C'est compliqué à faire. Et d'autant plus quand ça fait donc 2008, 8 ans qu'il existe, et on a bien noté un essoufflement en fait aussi de cette action de ZAP. Des fois on est attendu, on dit enfin la barbe. Mais néanmoins, on voit bien que ça suscite des rappels à l'ordre, des injonctions à rester à notre place. Là je vais vous la citer parce qu'il faut quand même le féliciter. Gérard Longuet qui, barbé plusieurs fois d'ailleurs, répond une fois à Liacé non mais je n'ai rien, en fait, je n'ai pas de problème avec les femmes. D'ailleurs, je suis mariée avec une femme, ce qui est encore assez fréquent. J'ai 4 filles, une mère, et quand j'ai un chien, c'est une chèvre. On pouvait aussi se faire insulter de salope, de lesbienne, de oui, voir alors c'est monsieur ou madame. En tout cas, on voyait bien qu'il y avait du travail à faire parce qu'on était sans cesse rappelé à cet ordre social. Et là, je m'interroge actuellement, c'est-à-dire que là, on posait la question de la place des femmes dans les sphères de pouvoir, mais on l'a aussi questionné sur l'espace public, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, dans d'autres collectifs, c'était le cas. Et là, on se rend compte que c'est de plus en plus repris aussi par les institutions, les collectivités locales. En l'occurrence, je travaille pour une collectivité locale, donc je vois un peu ça se produire, à Paris en l'occurrence, que maintenant, en fait, on donne des subventions pour faire des actions que nous, on faisait comme des actions d'agonie, c'est-à-dire des pochoirs sur le sol, God Save the Queen ou les Gender Terroristas, c'est un autre collectif que j'appartenais, recrute, parce qu'on reprenait un peu l'imagerie des lesbiennes Avengers. Voilà,
qu'est-ce que ça signifie maintenant quand des actions de ZAD, dites un peu subversives, sont maintenant reprises dans le giron des institutions et on donne voilà, des subventions, ce qui est très bien parce que ça sensibilise et tout. Donc, alors je vais quand même poser cette question puisqu'on est sur un colloque autour du hacking. Et puis il y a des questions, je pense, qui seront abordées tout à l'heure sur le street art, quand il y a des murs qui sont réservés par les collectivités locales pour ça. Voilà. Désolée, je vous remercie. Merci Chloé pour cette intervention. Moi, je voudrais juste revenir sur la réception de vos actes, comment est-ce qu'ils sont perçus par les gens, dans les médias, les points positifs comme négatifs. Alors, dans les médias, je sais que des fois notre message pouvait être assez mal perçu, parce que comme j'ai dit, notre indication c'était d'essayer de mettre en lumière cette domination masculine, en fait, de renverser assez la table. Mais pour nous, la parité c'était un outil, mais pas une fin en soi. Et des fois, le message était passé peu, et peut-être parce que le répertoire d'action était peut-être un peu trop complexe, mais on nous présentait comme un groupe qui revendiquait que la parité, ce qui n'était pas en soi le cas. Nous, on voulait en fait déconstruire les normes sociales très hétérosexuelles, blanches, voilà, très intersectionnelles. En fait, c'est un message qui ne passait pas. Voilà, dans les médias, donc ça, je peux vous dire une forme de frustration. Après, les réceptions les plus intéressantes, c'était vraiment quand on faisait des actions, c'est-à-dire notre violence est plutôt symbolique, très dans l'ironie, c'est mordant, mais face à l'absurdité de la situation. Et la réponse qu'on avait en face pouvait être une violence, était une violence verbale et parfois physique. On se faisait jeter vraiment manu militari par les vigiles, et puis on était sans cesse réassignés en fait, vous êtes de quel genre? Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes? Ça, c'était assez intéressant, parce que ça montrait tout l'ancrage et tout l'enjeu d'aller les perturber encore et encore. Et on choisissait souvent de refaire régulièrement des actions auprès des mêmes institutions. Ça les agaçait au plus haut point et on était ravis. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions dans la salle? Oui, j'en vois une. Il fonctionne. Oui. Moi j'ai une remarque et une question. Donc la première remarque c'est juste pour l'Assemblée, il y a le média Acrimed qui a publié une vidéo le 8 mars avec une infographie de statistiques concernant le sexisme dans les médias en fait. Et c'était assez frappant, notamment au niveau du temps de parole qui est accordé aux femmes sur les plateaux. Donc je vous invite à la regarder parce que c'est plutôt intéressant. Et ma seconde question, je sais qu'aujourd'hui il y a une conférence à Paris au point éphémère qui s'appelle Écologie queer, et du coup je voulais juste connaître le rapport en fait entre le mouvement écolo et le mouvement queer. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'organiser une conférence ensemble en fait? Parce qu'il y a sûrement des visées qui doivent concorder en fait entre les deux. Alors oui, effectivement, c'est un groupe qui, je crois, a émergé juste avant la COP21, LGBT, Queer for Climat. Et effectivement, je pense qu'il y a des liens dans le sens où l'écologie prône une forme de justice sociale sur d'autres normes plus égalitaires. Donc je pense qu'ils voyaient des liens aussi derrière, je crois, une forme de développement durable qui inclut aussi le genre et de renverser certaines normes. Mais je trouve pour le coup que c'est, moi c'est en tout cas un moment qui m'intéresse assez. Je suis allée une fois en fait à leur réunion. Moi j'ai une question par rapport justement au désir de publiciser les actions de la barbe, et parce qu'en écoutant je me suis dit, j'ai fait le lien avec les Femen par exemple, où il y a quand même des actions qui se passent souvent dans l'espace public urbain,
et où on a souvent une nuée de journalistes. Et c'est vrai que si on compare la médiatisation de la barbe et la médiatisation des Femmes, c'est incomparable. C'est-à-dire que les Femmes ont vraiment fait événement. Il y a à chaque fois plein d'articles dans la presse, des sujets de JT, etc., etc. Et du coup, quand tu parlais notamment par exemple du rappel à l'ordre, du coup, je trouve que ça donne à voir aussi un ordre très hétérosexuel du coup de penser le monde. Et du coup, ce qui était flagrant par exemple dans les Femmes, c'est que quand vous regardez les journalistes, le groupe des Femmes, finalement il n'y a que les corps des militantes qui sont les films devant, donc les grandes blondes, telles qu'on les voit souvent à l'écran, alors qu'il y a plein de corps différents dans les Femmes, mais les journalistes vont faire un focus sur ces corps-là. Et du coup, ça m'interroge sur vous, qu'est-ce que finalement la stratégie de publicisation de vos actions, et si vous n'étiez pas non plus quelque part déçu aussi du peu de... ou si pour vous ça satisfaisait aussi de... J'ai souvenir aussi de la barbe en fait dans le petit journal, je sais pas si... où du coup il y avait une action d'une militante qui était invitée dans le petit journal et qui a mis sa barbe, et ça a créé un malaise énorme voilà, donc du coup c'était plutôt sur... je sais pas si tu peux me parler, si à l'intérieur du mouvement, un petit peu justement vos réflexions autour de la publicisation des actions. C'est une question un peu complexe. En fait, c'est pas... Désolée, c'est un flou. Oui, la question du cadrage, on se l'est posée. Je pense que les Femmes, en fait, je ne sais pas comment elles ont perçu, comment elles recevaient la perception des journalistes, mais effectivement, on était sur des registres corporels, les deux, mais totalement différents. Je trouvais que ce qui était intéressant, c'était effectivement d'interroger la présomption de sexualisation du corps féminin, c'est-à-dire topless, Héloïse Bouton des Femmes avait fait cette action dans l'église de la Madeleine, 344 sur son corps, topless, avec des morceaux de foie, je crois. Et là, c'était en soutien en fait à l'Espagne qui qui était soulevé par un mouvement qui voulait revenir sur le droit à l'avortement et notamment poussé par l'Église, a été poursuivi pour exhibition sexuelle, alors qu'un corps d'homme, pareil, topless, n'a pas cette présomption. Donc je pense qu'elle pouvait être frustrée probablement par le fait qu'on restait sur un ordre très genré, femme-homme, au sein de la femme très sexualisée. Et nous, je pense qu'à la barbe, on déstabilisait certains journalistes parce qu'on était un peu dans les introductions, ils pouvaient nous être très risibles en fait. C'est pas oui, c'est la femme à barbe, parce que nous, on va jouer sur la monstruosité, sur des corps différents, sur des genres différents, sur pour nous une forme de continuum. Après, c'est aussi là ce que je dis sur le continuum, peut-être une vue de l'esprit, parce que je pense que pour aussi être incarner le genre qui nous paraît idéal, et ne pas se définir comme femme ou homme, je pense que c'est lié aussi de nos trajectoires et d'où on vient et des capitaux sociaux. Donc voilà, je reste quand même, j'essaie d'être un peu réflexive là-dessus, mais je pense qu'effectivement, quelque part, ça me plaisait aussi que les journalistes ne savent pas comment nous saisir, parce que derrière, c'est ce qu'on voulait aussi montrer. Nous, on était plus frustrés sur le fait qu'ils nous disent comme un mouvement revendiquant la parité, c'était pas trop... c'était pas comme ça qu'on se représentait. Concernant le petit journal, je fais partie par exemple des personnes au sein de la barbe qui ont estimé que c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi pour moi à être dans Alors pour replacer en fait le petit journal, il y a une question qui a été posée par Fabien et par Tess, Diane, pardon. Et autour du fait du Front National et qu'on ne s'attaquait pas, qu'on s'attaquait qu'aux hommes et pas aux femmes. Il avait pris l'exemple de Marine Le Pen, et je ne me souviens plus trop ce que avait dit. C'est une super bonne amie, donc. Mais ils avaient dit que c'était un non-problème, je crois. Et donc c'est vrai que ça avait soulevé un tollé parce qu'on ne pouvait pas. C'était compliqué de dire que
que FN est un non-problème, même si notre choix était effectivement de ne pas s'attaquer aux femmes dans notre répertoire d'action. Après, à côté, on était très critique, on critique le capitalisme, on est anticapitaliste, on veut dire les femmes qui reproduisent ça, on va sur d'autres terrains, en tout cas s'y opposer. Et en fait, ça a soulevé beaucoup de débats au sein du collectif, entre celles qui estimaient que c'était un carnage et d'autres qui étaient là, mais on a été très subversives, on ne s'est pas laissé faire par le dispositif du petit journal, et moi je pense que le dispositif du petit journal nous a mangés. Et après, en fait, et c'est là où on voit toute la logique aussi d'un collectif qui se veut très anti-pyramidal, très transversal, mais là en fait ça a volé en éclats et il y a une ligne dictée par les personnes les plus charismatiques qui était on fait bloc, on fait corps, et ça a suscité une vague de départ, quoi. Parce que là après il est arrivé tous les débats sur certains non-positionnements, sur je vais garder les choses un peu, la cuisine, je vais dire. D'abord, bonjour. C'est peut-être un peu paradoxal, mais aujourd'hui, comment penser la place de l'homme au sein des collectifs et mouvements féministes, notamment la barre de... Alors, au sein de la barre, le choix de la non-mixité a été pensé, était complètement assumé. C'était aussi cet héritage de l'Église des années 70, où on voulait un lieu où la parole des femmes puisse s'exprimer le plus aisément possible, en tout cas mettre en place, même au sein de nos prises de parole, des dispositifs qui permettent en fait, celles qui étaient plus timides à les amener à parler. Après, on disait que les hommes ont toute leur place à défendre les questions féministes, mais qui montent en fait leur propre groupe. Parce que on voulait pas. Parce que en fait, un homme féministe, pour le coup, ça va attirer des journalistes, ça va attirer cette curiosité, parce que pour lui, ça va devenir une distinction, si vous voulez. Moi, on le percevait comme ça. Donc, on n'est pas anti-homme. On disait juste que notre groupe, parce que de toute façon, un homme ne pouvait pas venir sur scène avec la barre. Tous les dispositifs ne fonctionnaient pas. Donc, quand il y avait des hommes qui manifestaient vraiment de la sympathie ou une envie de militer avec nous, on leur disait, il n'y a pas de souci, mais vous montez votre groupe à côté, pensez aussi des dispositifs pour nous aider, mais en tout cas, nous, notre choix, c'est de rester non mixte. Peut-être, je ne sais pas, mais quand on a commencé à réfléchir sur le hacking urbain, on avait soulevé cette question. C'est-à-dire que quand on regardait qui se présentait parce que c'est vrai, comme on entend bien, c'est pas si simple. Il n'y a pas une définition très claire du hacking urbain. C'est plutôt nous, là, qui avons aussi travaillé sur ce sujet-là. Et on s'était dit, mais c'est quand même aussi des mondes extrêmement masculins, là. Et du coup, dans les formes d'action, d'activisme, et puis au sein du monde du numérique aussi, cette question-là se pose. Au sein des groupes de graffeurs, cette question peut-être aussi se pose. Et du coup, c'est vrai que ça nous avait questionné. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres qui appartiennent à des groupes militants, je ne sais pas comment ça se pose, si cette question-là se pose ou pas, mais en tout cas, on s'était dit, oui, voilà, la pratique d'intervenir dans l'espace public, même physiquement, etc., il y a quelque chose peut-être de... Voilà, en tout cas, c'était plutôt une remarque, mais on l'avait vu dans nos recherches, quoi. Oui, j'ai une question sur votre sentiment. On dit souvent que le féminisme perd du terrain chez les plus jeunes générations. Comment est-ce que vous percevez ça à partir de vos expériences, de vos mouvements féministes? Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement vous arrivez moins à sensibiliser aujourd'hui? Par la question de savoir quel impact on avait, on se la posait, et en fait, pour être très honnête, on ne savait pas. On se disait que si on arrivait à convaincre une femme, peu importe son âge, quelque part, ce qui était intéressant, c'est que pour le coup, on avait autant des jeunes femmes que des femmes plus âgées, et des femmes qui arrivaient au féminisme
féminisme à 45 ans par une action de la barbe où elle prenait conscience du plafond de verre au sein de leur milieu professionnel. Et pour nous, c'était en soi une très belle victoire. Après, je crois que je reste assez optimiste. J'ai l'impression aujourd'hui, en tout cas dans les collectifs féministes que je fréquente, donc c'est-à-dire c'est plus ceux qui sont, on va dire, assez radicaux, qu'il y a une forme beaucoup, j'ai l'impression, mais je pense que ça doit être lié aussi à l'agilité que permet les réseaux sociaux, que ça peut être très spontané. On voit par exemple une affiche, une publicité sexiste dans le métro, on envoie 2-3 SMS à des copines, est-ce que tu es disponible? Et hop, on va faire une action de collage, de détournement avec un feutre. Et j'ai l'impression que c'est assez vivant. Et est-ce que c'est mon prisme du fait que je côtoie ces milieux qui je suis entourée en fait de femmes qui sont sensibilisées. Donc en fait, je dois avouer que votre question pour moi, je ne sais pas en fait. Pour être très honnête. Mais ceci dit, en tout cas, je vois qu'il y a quand même une effervescence et que ce n'est pas mort même quand je vois Oser Féminisme, qui recrute quand même beaucoup de femmes. Là, une fondation je ne sais plus comment elle s'appelle, Fondation de femmes, qui vient d'émerger le 8 mars. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui est en soi mort, même si effectivement il faut être toujours vigilant, que le combat est permanent quelque part. Mais j'ai l'impression en tout cas que je ne ferai pas un constat pessimiste. Mais peut-être que je me trompe. Moi, ce qui m'intéresse aussi surtout, c'est le fait que, je reviens sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on est quand même, là, on est tous sensibles, initiés, avertis de tout ça. Moi, de par mon travail d'action culturelle, c'est vrai que je travaille avec plein de groupes, notamment des femmes qui sont en groupe d'alphabétisation. Je dis des femmes parce qu'en l'occurrence, malheureusement, c'est souvent les femmes qui sont dans ces groupes et les hommes ne viennent pas beaucoup. Et ces gens-là, on a souvent du mal à travailler avec eux, par exemple, quand c'est des choses qui se passent le soir ou d'autres choses qui leur paraissent pas forcément accessibles. Et du coup, je pense, alors c'est pas une question, j'attends pas une réponse, mais je pense que faut que nous on soit vigilants pour essayer de mettre en place des actions spécifiques pour ces publics qui ne sont pas avertis, n'ont pas conscience qu'ils ont la possibilité de s'investir là-dedans, peut-être à une toute petite échelle à un moment donné ou sur d'autres projets, et de leur donner la possibilité de se réapproprier l'espace public, de se réapproprier leur espace public, la ville, et vivre leur vie comme ils l'entendent et pas avec les dictats des agressions nocturnes ou d'un climat agressif assez latent, quoi. Là, juste une réponse personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille au sein d'une mairie d'arrondissement et juste pour l'anecdote, personne dans les chargés de mission auprès de la maire, puisque dans les côtés du cabinet politique, personne n'avait la délégation par la mission égalité femmes-hommes. Donc quand j'ai vu ça, et malgré le fait qu'il y ait eu des budgets contraints, donc il y avait 3 postes en moins lors de la nouvelle mandature, j'ai pris la mission en plus. Et en fait, je me rends compte que c'est un travail, mais même si on côtoie des gens sensibilisés, la mère pour laquelle je travaille est très sensibilisée à cette question. D'ailleurs, elle m'a même appris qu'elle envoyait des mails à la barbe pour signaler telle conférence où il n'y avait que des hommes. Et bien même quand on est dans un milieu qui est très sensibilisé, et ben cette question est difficile à faire appliquer concrètement. Donc, par exemple, ce que j'ai réussi à faire avec des alliés au sein de la ville de Paris, c'est qu'on fasse des marches exploratoires nocturnes et en journée aussi, avec des femmes, qui fréquentaient un centre socioculturel de l'arrondissement, donc des femmes qui étaient d'origine, pour le coup, la subsaharienne. En fait, on va les chercher, ce public. Donc on est allé faire du porte-à-porte avec la directrice du centre socioculturel qui est militante sur cette question. Et on a commencé à faire des marches exploratoires qui a créé un peu
qui a suscité la curiosité auprès du central, parce que c'est à la ville de Paris, vous avez l'hôtel de ville, le niveau central et puis le niveau déconcentré des arrondissements. Donc c'est compliqué à faire des fois fonctionner les deux, mais en tout cas, voilà, il faut être militant aussi dans son travail. Donc on a fait ces marches exploratoires et ça a créé la curiosité. Donc la ville de Paris est venue, des gens de l'hôtel de ville, pour regarder, pour observer, et ça commence un peu à essaimer dans d'autres arrondissements. Mais effectivement, c'est une question qu'on se pose et des fois, oui, c'est compliqué, il faut y aller, il faut aller les chercher. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce matin et je vous invite à revenir écouter ce qui se dira cet après-midi à partir de 14h. Bonne appétit, à tout à l'heure.